Allez, maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. 16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où la rigueur s'arrête sur une aire d'autoroute. Fort heureusement, ça ne dure pas très longtemps. Oui, juste le temps de poser quelques questions et de tenter de glaner quelques bonnes réponses. Il faut dire la vérité, je suis souvent impressionné par votre niveau de culture historique. Et continuons dans la sincérité, parfois pas du tout. Hein ? Alors, jour. Une question pour vous, Stéphane. De 1902 à 1959, il a existé aux États-Unis un magazine scientifique et technologique du nom de Popular Mechanics. En mars 1912, on y trouve un article racontant que dans 100 ans, les robots seraient capables de parler avec nous, d'avoir un discours intelligent et autonome, et ce grâce à l'observation de milliers de conversations humaines. C'est ni plus ni moins la description de ChatGPT. Vrai ou faux ? Ce serait pas mal, c'était vrai. Mais est-ce qu'il y a des robots en 1902, Stéphane, à votre avis ? C'est une extrapolation, là, c'est une anticipation. Oui, mais pour imaginer qu'il y aura des robots... Disons que ça serait possible dans un roman, mais difficilement dans un magazine de vulgarisation technologique, quoi. Faut voir, hein. Vous étiez très en avance. Moi, je trouve ça, votre histoire, c'est bizarre, parce que robot, ça vient de robot, ça vient du russe, ça vient du mot de rabot, et ça veut travailler. Donc, c'est une notion qui est liée au taylorisme et au stakhanovisme. Donc, je ne vois pas comment, en 1902, on parle d'un robot. C'est ça qui m'intrigue. C'est en 1912. J'ai dit à non. 1912, mais même 1912. Vous dites non ? Vous suivez ? Oui, non, mais moi, j'ai rien répondu pour le moment. Je m'interroge. Moi, je dis non. Vous dites non ? Il faut avancer. Hein, allez, avançons alors. Vous avez gagné ! Et vous avez gagné. Mais dans Popular Mechanics, il y a eu un article de 1902 qui expliquait qu'à terme, l'exploitation du charbon pourrait impacter le climat. Ça, c'est vrai. Ça, voilà. C'était vrai. C'était en 1902. Une question pour vous, Clémentine. Des écrits du XVIIIe siècle ont été retrouvés signés du capitaine Philippe. Vous connaissiez le capitaine Philippe, sans le E à la fin ? Non. Eh bien, ce dernier fut le premier gouverneur de la première colonie européenne sur le continent australien. Il a dû par contrat garantir aux marins, les marins qui faisaient le voyage, un nombre suffisant de canaux de sauvetage à bord du bateau. Visiblement, les marins sans cette garantie ne voulaient pas partir. Vrai ou faux ? Non. C'est faux. C'était un plaisir de discuter avec vous, en tout cas. Faudrait savoir, hein, parfois vous me trouvez trop bavarde, et là vous trouvez que j'en dis pas assez. C'est pas ça, le problème c'est que vous êtes très bavarde sur les questions de Stéphane et jamais sur les vôtres. Expliquez-moi ce paradoxe. C'est vrai, les siennes sont plus intéressantes, je sais pas, c'est la fatalité. Juste. J'ai répondu faux, cher ami. Ah, ça veut dire enchaîne poliment. J'enchaîne alors à ce moment-là. Vous avez gagné. Bravo. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont exigé, les marins ? Ils ont exigé, à mon avis, du ratafia, des barils de rhum, de l'alcool, du grog pour lutter contre le scorbut. Voilà, là je la retrouve, ma championne. Non, les marins ne voulaient effectivement pas partir, mais pour une autre raison. Dans leur contrat, il était écrit qu'on leur donnait du rhum toute la traversée. Ils ont demandé à ce qu'on leur en fournisse, même une fois sur place. Et ce, tant qu'ils travaillaient pour l'administrateur colonial britannique. Et oui, mais vous savez, c'est là que vient le grog, ça vient du... On en a déjà parlé dans cette émission, c'est un officier de la marine anglaise qui a eu l'idée de rajouter du citron, du thé et un peu de rhum. À cause du scorbut. Notamment, mais puis aussi pour donner un peu la pêche à ces marins. Et le grog, ça vient de gros grains, c'était la matière tissu dont était fait le col des marins anglais. Voilà, écoutez. Quel dommage que je n'ai pas été cette question. J'ai eu bon quand même, c'est bien. Oui, c'est déjà ça, c'est déjà énorme. Ça faisait longtemps. Une question pour Stéphane maintenant. En France, le premier code du travail est adopté par une loi du 28 décembre 1910. En droit anglo-saxon, la principale source est maintenant législative, alors qu'elle fut pendant longtemps issue de la jurisprudence. Voici ma question. Le code du travail britannique a été modifié pour qu'on puisse tourner au cinéma Harry Potter. Vrai ou faux ?
C'était ça la question Harry Potter. Il aurait pu y avoir, Stéphane, Oui, pour le droit des enfants. oui, quelque chose Parce sur le que- droit des enfants et de toucher Oui, leur oui, cachet, parce par que- exemple, oui, peut-être. Ouais. Et puis les heures de tournage, c'est tellement Ouais. compliqué de tourner avec les enfants. C'est très possible, oui. Je dirais oui. Vous dites oui? Oui. Pas d'hésitation. Vous demandez Non, vous savez, il faut prendre des risques dans la vie. vous demandez à la dame ou Oui. Il faut prendre son risque. prenez votre risque, Stéphane, vous avez bien raison. Qui a dit ça? Ah oui, je sais. C'est qui alors? Je crois que c'est le président. Il répète tout le temps qu'il faut prendre son risque. Lui, il le prend pas toujours, mais moi, je prends le mien. Eh bien, écoutons si vous avez bien fait. Vous avez encore gagné. C'est vrai, il a été C'était spécialement possible. modifié pour le tournage du premier film d'Harry Potter. Avant, les enfants ne pouvaient pas tourner plus de 4 heures par jour. Et depuis, c'est 5 heures avec une pause au milieu quand même. Un goûter, Voilà. du pain d'épices beurré dans du papier alu, C'est bien. Pour Harry des Potter. chamonix oranges. Ah, Chamonix Orange, vous envoyez du rêve là quand même. Une question pour Clémentine, va-t-elle réussir à égaliser ou encore une fois va-t-elle échouer et va-t-elle repartir Oh, ça va, hein, n'enfoncez pas le clou non plus. Hein. la tête dans les épaules? Restons dans le droit en France et évoquons la majorité sexuelle, Clémentine. Mhm. Elle est aujourd'hui fixée à 15 ans. En 1982, elle était à 18 ans pour les personnes homosexuelles. En 1832, la majorité sexuelle était fixée à 11 ans. Vrai ou faux? En 1832. Ouais, la majorité sexuelle était fixée à 11 ans. Ce qui est étonnant, c'est que 1832, c'est aussi l'année d'une grande loi sur le travail des enfants. Justement, non. Non. Non, moi non plus. je Non, trouve non, que- non. 1832, grande loi sur le travail des enfants, interdiction du travail des enfants dans des entreprises de moins de 20 salariés, je crois. Ça a été quelque Oui, chose de moi, je dirais révolutionnaire. Je pense que ça... Non, non. Et 11 ans, non, puisque regardez, Jeanne d'Arc, qui en a 13, refuse de se marier. Et puis, on mariait les enfants très jeunes. On pouvait marier les enfants à 5 ans, mais c'était pas pour ça que la notion de consommer. majorité sexuelle, en plus, je pense pas qu'elle était, elle était n'existait dans pas, le oui. code... En 1832. Non, intuitivement, je réponds non. Non, Je non, sens non. que vous voulez aller vite aujourd'hui, donc je ne vais pas insister. On écoute la réponse. Vous avez Ah, perdu. Et vous êtes libérée, Clémentine. Elle est arrivée à... C'était vrai, et elle est arrivée à 15 ans en 1945. Donc elle était à 11 ans en 1832. Voilà, Oh là là. Alors là, vraiment, ouais, là, on en a ouais, appris quelque ouais. chose. voilà, 11 ans en Sur votre 1832. dos, mais on a appris quelque chose. exactement. En tout Ouais, cas, bah, vous- j'aurais jamais Ouais. pensé ça. hein. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Merci Oh, dis Clémentine. donc, j'ai quand même répondu bon à une question. moi. Merci Clémentine. Non, je à me demain. contente de peu ces temps-ci. Oui, c'est ça. Europe 1, Historiquement vôtre.